Nous sommes, chacun d'entre nous, comme des instantanés dans un extraordinaire album de famille. Le genre humain est fort de plus de 5 milliards d'individus. Une mosaïque de 17 races différentes, 50 couleurs de peau. Les yeux, on en compte plus de 100 variétés, 34 formes de nez et plus de 60 espèces de cheveux. Ajoutez à cela une ample collection de mains, de pieds, de membres, puis mélangez-les adroitement et assortissez-les tous d'une génération à l'autre. Le résultat, un ensemble impressionnant et presque illimité de possibilités humaines. Mais comme les photographies, ces apparences extérieures ne fournissent que des indices partiels sur notre véritable identité. Des images à 2 dimensions de qui et de ce que nous sommes véritablement. Non, cette collection appelée genre humain ne commence pas seulement par un sourire, une coiffure, un teint. Car il y a davantage en l'homme que ce qui frappe d'abord les yeux. Pendant les minutes qui vont suivre, nous allons chercher à découvrir, par-delà ce qui est évident ou facilement démontré, un aspect marquant de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Comment et pourquoi existons-nous? Quelle est notre raison d'être? Questions éternelles. Cependant, au cours de cette recherche entreprise pour comprendre, plusieurs des grands mystères et prodiges de la vie vont être révélés, et avec eux, l'essence de ce qui nous rend typiquement humains. Humain et vivant sur une planète appelée Terre. C'est un événement ordinaire que d'entendre la musique d'une chanson enfantine et en même temps, c'est un très grand mystère que ses capacités permettant à de jeunes esprits d'apprendre l'air et aux petits doigts de l'exécuter harmonieusement. Apprendre à connaître qui nous sommes vraiment exige une vision de la vie que peu de personnes prennent le temps d'avoir. Car l'être humain est comme une tapisserie, un entrelac complexe d'esprit, de corps et d'âme, un rare amalgame d'une multitude de parties formées et façonnées par la main même de Dieu. Dans l'élaboration de l'aventure humaine, voici le premier petit fil conducteur, une simple cellule d'ovule. Photographié quelques instants seulement après la fécondation, ce produit d'un spermatozoïde mâle et d'un ovule femelle marque le début d'une nouvelle vie et fixe l'avenir génétique de l'être vivant. À partir de là, chaque aspect de l'enfant à naître, taille, couleur des yeux et des cheveux, et chacune de ses caractéristiques, capacité de penser, d'apprendre, de parler, sont fermement constituées. En 24 heures, cette remarquable cellule nouvelle a commencé à se diviser en deux. Les heures passent et les deux cellules en deviennent 4. Puis 8. Chaque nouvel ensemble de cellules est plus petit que le précédent. Le procédé s'accélère
Et le 10e jour, l'embryon, se développant rapidement, est prêt à s'attacher à l'utérus maternel. Deux semaines plus tard, l'embryon mesure à peu près 1,5 mm. Ces cellules s'organisent selon leur type et leur but, et déjà se forment l'ébauche d'une tête et du cerveau. Vers le 24e jour, l'épine dorsale et le système nerveux sont en place. Le cœur commence à battre et dès lors, il réglera la vie d'un être minuscule, pas plus grand qu'un grain de blé. À 5 semaines, l'embryon mesure 5 mm. On voit apparaître les poches des jambes et des bras, de la bouche, des oreilles et du nez. Deux mois ont passé. Quoique n'ayant que 25 mm de long, l'enfant est maintenant bien proportionné. C'est un bébé modèle réduit, 40 000 fois plus gros que l'œuf dont il est issu. Chaque organe existe. Les doigts des mains et des pieds sont formés et l'embryon exécute quelques légers mouvements. Jour après jour, soigneusement orchestrés, des millions d'options sont prises et l'enfant prend forme. Des milliers d'années avant que l'on puisse voir des images telles que celle-ci, le poète hébreu David a exprimé, dans un psaume de louange à son Dieu, son émerveillement face au prodigieux développement de la vie. C'est toi qui as créé ma personnalité, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'avait point de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Yeah, just breathe. Oh, gee. It's coming. Gee. Gee. Okay, Donna. Gee. Keep breathing. You're doing great. You like pressure? Yeah. Keep breathing quick. Again. You're doing great. Ready? Keep breathing quick. There you go. Here comes the yeah. All right. Look at that. Good girl. Good girl. They just kind of dry out. Keep it close to your tummy. Good. Nice. Nice. Un enfant vient de naître. Une nouvelle vie quitte un monde pour faire son entrée dans un autre. 3 fois par seconde, quelque part sur la Terre, le miracle se reproduit. Et à partir d'une seule cellule, plus petite que la tête d'une épingle, naissent des pas et des rires. La soif de connaître, l'espoir et un potentiel sans limite. Un enfant vient de naître et la création accueille un autre chef-d'œuvre. Ainsi, s'il plaît à notre grand auteur, je puis dépeindre la nature de l'homme. Presque à la fin du XVe siècle, un des plus brillants esprits de l'histoire se lança dans une recherche,
celle de résoudre les mystères de l'aventure humaine. Son nom, Léonard de Vinci. Son rêve, l'étude de l'homme, la plus complète qui ait été jamais entreprise. Mon étude de l'homme s'étendra de sa tête à la plante de son pied. Je veux savoir qui il est et quelle est la source de tout ce qu'il est capable de faire. Léonard était persuadé que par un examen détaillé du corps humain, il pourrait comprendre les secrets les plus profonds de la vie. Ses travaux consistèrent en études approfondies et interminables sur l'anatomie, la physiologie, en croquis soigneux et observations minutieuses. Il réussit aussi à présenter l'image de l'homme la plus complète que le monde d'alors ait jamais vue. Une œuvre d'art, tel est l'homme, formé et façonné par la main du Maître suprême. Les résultats de ces efforts furent non seulement admirablement rendus, mais incroyablement précis. Ils sont restés insurpassés pendant des siècles. Enthousiasmé par tout ce qu'il observait, Léonard s'écriait « On peut tout découvrir. Je veux faire des miracles. » Et c'est ce qu'il a fait à bien des égards, car au cours de ses études, le maître italien a ouvert de nouvelles portes pour la connaissance de soi. Pour la première fois, il a révélé la complexité de l'être humain, la stupéfiante grandeur de sa beauté et de sa destinée. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, les illustrations de Léonard ont cédé la place aux réalisations d'une ère nouvelle. Cependant, les horizons qu'il a ouverts sur la connaissance ont contribué à intensifier le profond émerveillement que provoque une attentive contemplation de l'ensemble complexe de cellules, tissus et organes qui servent de demeure à l'essence de tout notre être. Voici quelques exemples. Well, we have things changing out on the expressways all the time. It's a bright sunny morning, nice and cool, comfortable, but well, you tell us all about it. Bob, it looks like it's going to be a slow morning. Peut-être une des meilleures évaluations du vrai génie est-elle sa capacité de fonctionner sans se faire remarquer. C'est bien le cas de ce qui est le plus grand chef-d'œuvre architectural sur Terre. Une structure inimaginable qui se trouve juste sous notre peau. Le squelette humain. Des os, au nombre de 206, liés entre eux par du cartilage et des tissus. Une charpente idéalement adaptée pour faire face aux défis de la vie sur la Terre. Une des particularités les plus caractéristiques d'un être humain est la station verticale. En d'autres mots, il se tient debout sur ses deux pieds. C'est un acte exigeant une extraordinaire somme de force, d'équilibre, et aucune autre créature n'a maîtrisé cet art aussi bien. Mais supporter le poids du corps n'est qu'un des attributs du squelette, car contrairement aux structures rigides des constructions faites par l'homme, l'échafaudage humain est fait pour se mouvoir. À la base de tout mouvement du corps est le réseau complexe de plus de 200 jointures. Magnifiquement construite, elle porte le nom d'articulation du coude, de la clavicule, du poignet et de la rotule. Chacune est enduite d'un lubrifiant remarquablement efficace et d'une couche superficielle résistant à l'usure et assez solide pour durer toute une vie.
Destinés à des usages variés, nos articulations se prêtent quelquefois à des prouesses de grâce et de flexibilité dépassant l'imagination la plus débridée. Écoutez le bruit que fait le fleuve le plus long, le plus animé et le plus important de la Terre. Son cours mesure plus de 96 000 kilomètres. Il coule dans un seul but, apporter la vie à chaque point d'un monde complexe appelé corps humain. Votre système sanguin est vraiment un fleuve de vie, assez long pour faire 2,5 fois le tour de la Terre. Son interminable labyrinthe de vaisseaux atteint chacun des 50 000 milliards et plus de cellules vivantes dont nous sommes formés. Par ce système sanguin, tout ce qui est nécessaire au maintien de ces matériaux de construction est transporté et distribué avec une incroyable efficacité. C'est une voie de communication qui permet aux globules rouges, comme ceux-ci, d'apporter, tels des garçons livreurs, la provision d'oxygène à tout le corps, du cœur à la pointe du pied et retour en moins de 60 secondes, à travers un passage parfois si étroit qu'ils doivent s'aligner en une seule rangée pour pouvoir avancer. Regardez et admirez tout ce qui va suivre, car vous êtes entré dans un palais où peu de personnes ont pénétré jusqu'aux chambres intérieures, celle d'un cœur humain qui bat. Pesant moins d'une livre et presque de la grosseur d'un poing, le cœur est une machine incomparable, d'une performance spectaculaire. Avec chaque pulsation, 4 valves à sens unique, chacune aussi mince que du papier, cependant plus solide qu'une charnière en fer, s'ouvrent et se ferment avec une infinie précision, contrôlant le passage du sang à travers le corps. Dans les conditions normales, un cœur humain pompera environ 5 litres de sang par minute. En un jour, cela peut dépasser 6000 litres et dans une vie, plus de 200 millions de litres. Assez pour remplir un convoi de wagons-citernes de 89 km de long. Même à la lumière de la science contemporaine, une aura de mystère entoure encore le cœur et son fonctionnement. Quand on retire de l'organe des cellules cardiaques et qu'on les place sur une lamelle de laboratoire, elles continuent leur pulsation comme des piles vivantes, chacune à un rythme différent. Cependant, quelque temps plus tard, elles établissent un contact physique entre elles et en quelques minutes, leur rythme, naguère irrégulier, se synchronise pour battre à l'unisson. Comment cela se produit-il? Personne ne le sait vraiment. Mais la réponse contient encore un autre indice du mystère concernant la vie sur la Terre.
Les réalisations techniques, artistiques et scientifiques des 6000 ans passés ont éclairé et déterminé le cours de l'existence humaine. Cependant, malgré tout leur éclat, chacune est bien terne comparée à ce qui leur donne naissance. Le cerveau humain. Si jamais les talents se sont dissimulés sous une enveloppe extérieure, c'est bien là, dans cette masse de tissu de 1,3 kg, la grosseur d'un melon, la consistance d'un fromage mou. De cet informe amas découlent nos pensées, nos actions, nos souvenirs et nos rêves. On a dit de lui qu'il était l'entité la plus puissante et la plus mystérieuse de tout l'univers. Mais comment travaille-t-il? Quel est son potentiel réel? Il est des questions dont la science commence tout juste à entrevoir les réponses. Des techniques novatrices pour l'étude du cerveau ouvrent sans cesse des portes nouvelles à la découverte. L'immersion d'un cerveau dans du plastique, puis sa coupe en milliers de tranches fines comme du papier, montre des structures complexes comme celle-ci, chacune étant aussi unique et différente que le sont les empreintes digitales. Il n'y a pas deux cerveaux identiques. Quand des photographies de ces coupes sont développées et les données en sont transmises à un ordinateur, on peut alors dessiner la carte géographique du cerveau et en montrer les extraordinaires dimensions. C'est dans la couche supérieure toute plissée du cerveau, le cortex, que se trouve le siège des organes de la vue, de l'ouïe, la pensée consciente, le mouvement. C'est là que résident les nombreuses qualités qui distinguent l'homme des autres créatures, la créativité, la faculté de penser, de s'exprimer. En explorant plus avant le cerveau, on y trouve le siège des sentiments et des émotions, et, plus profondément encore, les centres de contrôle des fonctions essentielles à la vie, la respiration, les pulsations du cœur, la température du corps. On estime qu'un cerveau humain comprend un standard et des circuits plus vastes que le réseau de l'ordinateur le plus grand du monde. Comme l'a dit le docteur Robert Sperry, lauréat du prix Nobel, dans notre crâne travaillent des forces les unes à l'intérieur des autres et comprises dans un infime volume de 27 cm3. Le cerveau humain. 1,5 kg de mystère et de merveille sur la scène du théâtre permanent de la vie sur la Terre. Los Angeles, Californie, le 3 août 1984, les 23e Jeux Olympiques. En ce soir d'été, une multitude de regards était fixée sur une athlète américaine de 16 ans. Mary Lou Retton attendait la chance de sa vie. Toute la soirée, les meilleurs gymnastes du monde avaient livré une bataille rangée en vue du suprême honneur. Obtenir la médaille d'or dans cette compétition féminine internationale de gymnastique. Après une soirée de sensationnelles performances, Retton était à deux doigts d'un inoubliable défi. Pour gagner la médaille d'or olympique, elle devait marquer rien moins qu'un parfait score de 10 dans l'épreuve finale du match. Tandis que Mary Lou attendait de concourir, son cerveau était déjà en train de réaliser un modèle de performance. Dans les plus profonds replis de son cerveau, des millions de minuscules cellules nerveuses travaillaient furieusement, examinant un flot d'informations qui arrivait en masse du monde environnant. Des informations aussi diverses que la sensation de sécheresse que provoque la craie sur les paumes de ses mains ou l'éclat aveuglant des lumières du stade. Le bruit de moteur des caméras en marche dans le coin réservé à la presse, la présence d'un autre athlète s'exerçant à quelques pas de là. Un flot continu de données, certaines importantes, d'autres pas. Tout l'ensemble d'un remarquable processus mental qui concerne non seulement la performance d'un athlète olympique, mais aussi, instant après instant, les expériences de chaque personne sur Terre.
La capacité du cerveau d'interpréter éloquemment les informations provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du corps constitue un des traits les plus importants et les plus complexes de l'expérience humaine, indépendamment de qui nous sommes et de ce que nous faisons. À chaque seconde, notre cerveau est envahi par plus de 100 millions de messages distincts, la plupart arrivant en masse de nos sens. Certains sont aussi assourdissants que le bruit de la circulation aux heures de pointe, tandis que d'autres messages, tels la sensation d'une montre à son poignet ou d'un chapeau compressant légèrement la peau, peuvent passer complètement inaperçus. Mais à part son ampleur ou son intensité, chaque impression, vue, goût, odeur, son ou toucher peut déclencher une action immédiate de la part du cerveau. Essayez d'imaginer ce que serait la vie si nous devions réagir consciemment à seulement 1% des innombrables millions de bribes d'informations sensorielles qui, quotidiennement, affluent à nos yeux, à nos oreilles uniquement. Ce serait un peu comme regarder la télévision dans une pièce remplie de postes, chacun branché sur une station différente. On a reconnu depuis longtemps que la fonction primordiale du cerveau est d'empêcher que nous soyons submergés par une avalanche de connaissances parfaitement inutiles. Comme nous sommes occupés à vivre, nous ne pouvons pas nous permettre d'être constamment conscients de l'odeur de nos chaussettes ou d'une chute de température d'un demi-degré. Pour sauvegarder notre conscient, Dieu a doté le cerveau de l'extraordinaire faculté d'en bannir ce qui ne le regarde pas, tandis qu'il retient un petit choix particulier de données qui semble devoir lui être utile. Aussi longtemps que nous sommes éveillés, ce processus crucial de protection mentale se poursuit sans relâche, nous rendant capables de concentrer notre attention, même quand les pressions et distractions du monde environnant atteignent des proportions de record olympique. Juste en ce moment, l'atmosphère en ce lieu est absolument électrique. Si Marie-Lou Retton, âgée de 16 ans, peut faire un score total de 10 lors de l'épreuve finale, elle gagnera la médaille d'or olympique. Incroyable, un saut parfait. Ça y est, un total de 10, elle l'a eu. Je vole sur l'aile droite d'une formation en triangle et l'enjeu de la partie pour nous est la précision. C'est ce que nous essayons de démontrer. Pour le commandant Dave Commons des forces aériennes des États-Unis, dans l'escadrille des Thunderbirds, être précis signifie effectuer une série de balais aériens dans un avion de haute performance à des vitesses qui peuvent dépasser 970 km à l'heure. C'est un spectacle à vous couper le souffle, rendu possible grâce à deux éléments superbement conçus de l'équipement, un chasseur à réaction F-16 et un cerveau humain. À mes débuts, je volais avec un instructeur expérimenté. Cela semblait presque impossible. Il vous explique tellement de choses, il y a tant à apprendre, tant de techniques. Vous vous sentez frustré. Mais après un peu de temps, vous en faites suffisamment et vous apprenez à vous connaître assez pour attraper un rythme adéquat. Et ces manœuvres deviennent presque une seconde nature. C'est un simple enchaînement de circonstances, une nouvelle expérience, simple ou complexe, une répétition, un entraînement et une maîtrise définitive. Que l'action ait lieu à 3000 mètres, ou au sol, dans les limites d'une salle de classe, le cerveau humain est remarquable pour son inégalable faculté d'apprendre. Les complexités du processus du savoir restent encore mystérieuses. Mais nous savons que grâce à l'éducation scolaire et aux expériences de la vie quotidienne, nous continuons à nous instruire presque constamment
dès notre réveil et de la naissance à la mort. Il est peu d'exemples plus frappants de la prodigieuse habileté du cerveau pour absorber, accumuler et utiliser l'information que celui du don typiquement humain de la parole. À ce jour, aucune théorie ne peut rendre compte de la manière dont un enfant apprend à parler. Mais il est certain que, à part les facteurs tels que l'environnement et la nationalité, le langage se développe habituellement d'une manière analogue pour tous. Quelquefois, entre 1 et 2 ans, souvent après plusieurs mois d'exercice, un enfant associe des sons fondamentaux pour former ses premiers mots tout simples. Après 2 ans, les résultats de son apprentissage sont encore plus évidents. L'enfant a acquis un vocabulaire de 300 à 600 mots et les utilise pour former des phrases quelque peu imparfaites mais pleines de sens. À partir de là, il apprend à une vitesse stupéfiante. À l'âge de 5 ou 6 ans, l'enfant a déjà maîtrisé la plus grande partie du vocabulaire de l'adulte, ainsi que les éléments grammaticaux et syntaxiques de base, lui permettant d'utiliser des milliers de mots pour exprimer une variété presque illimitée d'idées, de pensées. Hearing is the most special thing in the world. La puissante capacité d'informer que possède le cerveau humain déborde presque ses propres facultés d'assimilation. Tout ce que nous savons est encodé dans des cellules nerveuses minuscules comme celle-ci. Elles sont appelées neurones et sont au nombre de plus de 100 milliards dans un seul cerveau. Chaque neurone est relié à des milliers d'autres, formant au moins 100 000 milliards de collections séparées, chacune représentant un brin d'information. Pour avoir une vision plus claire de ce que cela représente, sachez que 100 000 milliards de données correspondraient à presque 20 millions de livres. Ce serait plus que ce que peut contenir la plus grande bibliothèque du monde, et tout cela se trouve à l'intérieur de notre tête. Quelles sont les chances pour un cerveau de faire le plein? Assez petites. On a estimé que pour utiliser la capacité totale qu'a le cerveau d'emmagasiner des connaissances, on devrait à chaque seconde acquérir un nouveau savoir, et cela pendant 10 millions d'années. Sir Isaac Newton a écrit « En l'absence de toute autre preuve, mon pouce seul suffirait à me convaincre de l'existence de Dieu. » Ces mêmes paroles pourraient être appliquées à n'importe laquelle des innombrables milliards de cellules qui constituent un corps humain. Car nous sommes chacun, en réalité, l'ouvrage non d'un accident aveugle ou du hasard, mais du maître architecte et artiste, Dieu lui-même. Cependant, pour cette créature appelée homme, il existe un fait plus important que la station verticale ou la faculté de parler. Dans ce vaste contexte de l'aventure humaine, les merveilles du corps et du cerveau ne sont qu'un cadre créé pour un but bien plus grand que la simple survie sur une planète appelée Terre. En tant qu'être humain, nous sommes des créations uniques et spéciales, poussées par le besoin d'avoir un but et une direction pour nos vies. À n'importe quel moment donné, nous pouvons rentrer en nous-mêmes pour considérer le vrai sens de notre être
et de notre destination, ou bien alors jeter les regards plus loin pour examiner les vraies questions de la vie, de la mort et de l'éternité. Il y a près de 500 ans, l'artiste Michel-Ange, inspiré par cette vérité, a traduit sa vision en un chef-d'œuvre. Ici, sur le plafond de la chapelle Sixtine, lui servant de toile, il a peint l'histoire biblique de l'humanité. Au centre de cette œuvre magnifique, l'événement capital de l'aventure humaine, la création de l'homme. L'image est inoubliable. Adam, première étincelle du genre humain, tend le bras vers son Créateur, et son Créateur tend le sien vers lui en retour. Le récit de la Genèse décrit ainsi ce moment. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Dieu est l'homme, le Créateur et sa création, en quelque sorte unis dans une relation unique dans tout l'univers. Pensez-y. La Bible déclare nettement que le même Dieu qui, par sa parole, a placé 1 million de galaxies dans l'espace, qui a façonné un univers apparemment sans bornes et tout ce qu'il contient, ce même Dieu nous a choisis en tant qu'êtres humains pour jouer dans la création le rôle le plus important. Nous seuls sommes faits à l'image de Dieu. Il a insufflé en nous quelque chose de lui-même, afin que nous puissions sentir sa présence et faire l'expérience de sa communion, ses soins, son amour. C'est la relation la plus importante que nous puissions jamais espérer connaître, et une seule chose peut l'empêcher de se réaliser dans nos vies. Au plus profond de l'expérience humaine sont tissés quelques fils plus sombres. Indéniablement, être homme, c'est connaître la réalité de la haine, la colère, la jalousie à l'égard des autres, et souvent le rejet de Dieu. Pourquoi? Une fois de plus, la réponse se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Car en tant qu'êtres humains, nos vies sont influencées et parfois dominées par le péché. C'est une maladie du cœur, la racine de toute la souffrance et de la cruauté qui nous entoure. À chaque instant, il cherche à rompre l'union que nous avons été appelés à avoir avec Dieu. Cependant, c'est là, dans les couloirs ténébreux de nos vies, que se manifeste le suprême miracle de l'aventure humaine. Car malgré notre péché, Dieu continue à nous offrir un don bien plus grand que celui de la vue, de la parole ou de la vie physique elle-même. Un don qui s'est manifesté il y a près de 2000 ans, quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ vivre sur la terre, y mourir et revenir à la vie, afin de pardonner nos péchés et rétablir notre relation avec Dieu. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres typiquement humains? Nous n'avons fait qu'effleurer la surface dans notre recherche pour comprendre, car les complexités de l'expérience humaine continueront à émerveiller et défier les esprits des scientifiques et des philosophes pendant les siècles à venir. Cependant, ce bref aperçu laisse entrevoir l'ébauche d'une réponse. Comme nous l'avons vu dans les merveilles de notre esprit, de notre corps et de notre intelligence, la présence de la main de Dieu est vraiment réelle. Nous sommes son ouvrage jusqu'aux plus infimes détails. Nous existons dans le but le plus important de tous, faire l'expérience de son pardon et le connaître dans une relation vitale, personnelle, durable. C'est là que se révèle notre véritable identité et que notre vie prend son sens suprême. Dans le voyage de la vie,
Où vous trouvez-vous aujourd'hui? Connaissez-vous vraiment le Dieu qui vous a créé? C'est le même Dieu qui, depuis le commencement des temps, a cherché à atteindre le genre humain, et juste en ce moment, il vient vers vous, avec ses promesses de pardon et de vie éternelle, dons gratuits pour quiconque veut les recevoir. Vous ne ferez pas de plus importante démarche. Revenez à lui aujourd'hui, acceptez tout ce qu'il vous offre. Entrez dans cette relation pour laquelle, en tant qu'être spécifiquement humain, vous avez été créé et dont vous pouvez faire la joyeuse expérience.